avant de chez la cible, et on l'encapsule avec une nanocapsule de protéines ou d'autres choses qui contient des capteurs, des agents qui vont identifier la cellule ou l'ensemble de cellules dans lequel elle doit arriver. Et à l'intérieur, il y aura le principe, et à ce contact-là, elle va libérer le principe actif. Il y a une autre manière, c'est d'amener des nanoparticules métalliques, par voie magnétique éventuellement, de l'amener au contact des cellules cancéreuses et à ce moment-là, de déclencher par induction un chauffage, donc une élévation de température locale qui va détruire les cellules. Donc l'intérêt de nanoparticules sur le plan thérapeutique, c'est diminution des doses de produits toxiques, et deux, de pouvoir cibler parfaitement l'endroit où l'on veut les faire intervenir dans l'organisme. Et là, alors on greffe sur la nanocapsule. Mais quand on greffe à des fins thérapeutiques, les mauvaises langues, les mauvaises pensées ou autres disent qu'on peut aller beaucoup plus loin et arriver à des produits qui, injectés d'une manière ou d'une autre, vont aller dans votre cerveau et vont modifier votre manière de penser, votre libre arbitre et autres. On peut commencer déjà à traiter les tumeurs dans le cerveau. Voilà. Pour le moment, on utilise pour faire les cisplatines et autres dérivés de sticlats. Donc, est-ce que le platine aussi, comme l'or, on peut en faire des nanoparticules? Tout à fait. Platine, or, argent, on peut en faire des plaques. Et parfaitement calibré pour l'or, je sais qu'on peut faire du 1 nanomètre, du 2 nanomètres, du 3 nanomètres. Donc on peut emmener le platine dans le sable? A priori, oui. Oui, mais c'est... Alors, il est sûr que sur le plan thérapeutique, bénéfice-risque, même s'il y a des risques d'utiliser des nanotechnologies, le citoyen moyen accepte les risques représentés. Donc la balance risque-bénéfice, là, il y a beaucoup moins de discussions. Où il y a des discussions, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes, c'est un des deux gros problèmes qu'il y a à Grenoble, au niveau de Minatech ou de Clinatech, c'est de dire qu'il y a des malades qui ont la maladie d'Alzheimer, qui on a implanté dans le cadre de Clinatech, qui est donc hébergé dans le centre Clinatech, donc en dehors d'un cadre hospitalo-universitaire classique, on leur implante des nanoélectrodes dans le cerveau pour modifier leur comportement. Donc ça, à partir, si on le fait à but thérapeutique, oui, mais rien n'interdit de le faire à un ouvrier pour qu'il travaille bien sur la chaîne, à un militaire ou autre. J'ai vu aux États-Unis au début des années 2000, on faisait ça à des cafards, et on pouvait piloter ou intervenir sur le déplacement de cafards en leur ayant implanté des nanoélectrodes. Donc après, on peut faire de la science-fiction, qui est peut-être science, mais plus trop fiction, si on va très loin, comment modifier le comportement humain. On dirait, on regarde certaines émissions de télévision, les gens qui le regardent sont déjà modifiés d'eux-mêmes, et pas besoin d'en mettre des électrodes. Là aussi, il faudrait déjà regarder les choses évidentes avant d'aller chercher les choses de science-fiction. Mais les nanoélectrodes, on peut aller très loin. Dans la chirurgie du cerveau, quand on prend des nano-instruments, des instruments très fins, on va très loin dans un but thérapeutique. De la thérapeutique à l'application dans un but non thérapeutique, effectivement, mais là on tombe dans l'éthique. Quoi qu'on fasse, on n'est pas à l'abri d'un usage néfaste à la race humaine. Voilà, d'autres questions? J'aurais une question plus logistique. Le débat public s'est déroulé à quelle période et dans quel cadre? Est-ce qu'il faisait partie de la loi Grenelle 2 ou Grenelle 1? Il devait être prévu dans la loi de Grenelle 1 ou dans l'environnement de la loi de Grenelle 1. Il a commencé au mois d'octobre 2009 et il s'est fini mi-février 2010. Et dans quel but? Enfin, il y avait 10. Alors, donc, je crois que c'est Borloo qui avait pris l'engagement qu'il y ait un débat sur les nanotechnologies dans le cadre de la discussion des lois Grenelle 1. On peut discuter, est-ce que discuter dans le cadre d'un débat. Point de vue risque essentiellement. C'était pas précisé. Impact, non, discuter des nanotechnologies en général. Donc déjà, c'est un sujet très vaste. Il devait y avoir 17 réunions, je crois qu'il n'y en a qu'une douzaine, une 15, 13 ou 14. On peut se tenir plus ou moins, et plutôt moins que plus. Il y en a 2 qui ont été officiellement annulés, et puis les autres se tenaient par invitation spéciale, en faisant des jeux de piste dans Paris. On donnait rendez-vous à une station de métro, on partait les yeux bandés pour rentrer entre 2 LCRS dans une salle privée. Bon, est-ce que c'est une pratique habituelle dans les débats publics, oui. Non, mais les débats publics, oui, d'accord. Mais en pratique scientifique, à ma connaissance, c'est la première. Ah, c'est là, d'accord, oui. Et je ne pense pas que ce soit parfaitement adapté, surtout à un sujet. On n'a pas sur le nucléaire, sur les. On a localement sur des implants, sur les téléphones, je ne sais pas si on a eu sur les téléphones, ou sur des implantations locales d'émetteurs téléphoniques. Oui. Mais ça, c'est des commissions d'enquête. C'est des commissions d'enquête, c'est local, mais globalement, pas à ma connaissance. Alors, il y a eu un beau travail, parce que on voit, tout le monde conclut, le débat public, ça a été un échec.
oui et non. Ça a été un échec sur le côté public du débat, mais les contributions, donc il y a déjà un gros document de travail qui a été préparé par les différents ministères en charge de ça, et entouré d'un certain nombre de scientifiques, un travail de synthèse qui est pas mal fait, qui doit être disponible sur le web encore, et qui est d'une bonne introduction aux nanotechnologies. L'ouvrage fait 80 pages, il est peut-être un peu scientifique pour le français moyen, mais enfin, c'est une bonne introduction. Il y a eu des contributions, je crois qu'il y a eu 51 contributions d'organismes divers et variés, de syndicats, d'unions professionnelles, d'ONG, d'associations de consommateurs. Il y en a eu une du CNISF, de l'AFNOR. Et c'est resté au niveau franco-français, il n'y a pas l'équivalent du purement franco-français. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est regardé attentivement dans le monde entier, à commencer par l'Europe, et que le fait que les réunions n'aient pas pu se tenir, que ce soit tenu très très mal dans certains cas, ça interroge nos confrères. Les Allemands ont tenu des réunions locales ponctuelles sur certains sujets. Mais au niveau national, c'est la France qui a fait tout. Donc il y a eu une synthèse qui a été rendue par l'équipe de Verbunio, qui a été rendue, je crois, avant les vacances, au mois de mai ou juin, et le gouvernement avait 2 mois pour dire, après ce rapport de synthèse, voilà ce qu'on va faire. Ils avaient 2 mois, les 2 mois sont passés, on n'a pas vu de réponse du gouvernement, on a changé de gouvernement entre-temps, ils auraient pu faire leur réponse avant. Sauf qu'ils étaient démotivés, peut-être dans la mesure où on leur avait annoncé qu'avant, ils seraient plus en place. Donc on attend la prise de position du gouvernement. Bon, la synthèse qui a été faite par la commission Verbunio, elle conclut un peu qu'il faut communiquer, mais il n'y a pas de vraies recommandations. Ouais. En dehors de jouer la transparence, de l'inquiétude sur la traçabilité, sur l'impact santé ou autre, il n'y a pas... Mais je pense qu'ils ont fait le maximum. Je ne vois pas ce qu'ils auraient pu proposer d'autre. Il faudrait sans doute travailler beaucoup plus par secteur. Et là, c'était un projet ambitieux. Ça revenait à dire, c'est un débat public sur les sciences et les technologies. qu'on a fait. Et une question. Oui. Comment est-ce que l'on gère aujourd'hui tout le traitement des déchets industriels pour les particules, les matériaux nano? Alors, ça dépend de la définition des nanomatériaux. Parce que si on considère que les pneus sont des matériaux contenant beaucoup de nanomatériaux, il n'y a pas un traitement spécial, c'est le traitement quand même. Bon, voilà. C'est un peu toujours l'ambiguïté d'ailleurs. Certaines personnes voudraient dire que les nanomatériaux, c'est les choses qu'on fait, qui sont élaborées à partir de maintenant. Donc les nanomatériaux commenceraient à partir des nanotubes de carbone, en éliminant le noir de carbone, les nanosilices et autres. En gros, en dehors des nanotubes de carbone, il y a des quantum dots et d'autres choses comme ça, il n'y a pas d'autres nanomatériaux. Bon, le législateur, l'OCDE ne vont pas dans ce sens-là. Pour les nanomatériaux, vraiment qu'on s'en produit maintenant, volontairement, s'affichant comme quoi c'est des nanomatériaux, les déchets au niveau de la production sont collectés d'une manière séparée. Dans les transformations aval aussi. Et on droit à, disons, un traitement de vie final thermique dans des conditions de haute température pour détruire la structure nano. Mais des produits, par exemple, une raquette de tennis contenant les nanotubes de carbone. Quand Nadal ou Federer encassent un certain nombre à Roland Garros ou ailleurs, je ne sais pas du tout comment elles sont collectées, je ne sais pas du tout comment elles sont détruites. Donc, tout le monde est d'accord pour dire que la fin de vie doit être gérée, mais le gros problème, c'est la collecte. Mais la collecte, il y a le même problème pour les matériaux classiques, de PVC, papier et autres. On a un taux de collecte en France du plastique qui doit être de 30% à peu près, en moyenne. C'est pas brillant. Donc le point faible, c'est effectivement la collecte. Après de dire que les nanomatériaux, enfin les nanoparticules risquent d'être relargués dans l'environnement au moment de la destruction, on peut prendre le cas des pneus, puisque les résultats sont quasi officiels. Un pneu qui s'use relargue des nanomatériaux, mais qui ne sont pas les nanomatériaux qu'on a introduits. C'est-à-dire que c'est de la silice, du noir de carbone qui sont englobés dans des élastomères, du caoutchouc, et à ce moment-là, on relargue des grosses nanoparticules contenant de la silice et du noir de carbone. Donc l'industriel producteur de noir de carbone et de silice dit c'est pas de ma responsabilité, c'est des produits d'usure. Vous voyez la difficulté même de faire une législation. Et est-ce qu'on sait filtrer techniquement ce type de particules? Les fixer comment? Les filtrer. Les filtrer. On sait filtrer. On sait filtrer, c'était la question de madame. Les filtres efficaces HEPA filtrent très bien jusqu'à 1 nanomètre ou même en dessous. Mais c'est pas en place à l'échelle industrielle. Mais après, quoi faire du filtre? Après, il faudrait le brûler. Et filtrer les nanoparticules émises par l'usure des pneus sur une route. Bon. Donc on se rend compte que l'industriel, toute la chaîne qui maîtrise, ça peut être fait.
la chaîne finale, si c'était collecté, ça peut être fait. La collecte, c'est le point faible, comme pour les ordinateurs. Alors, est-ce qu'il faut s'améliorer dans la conception des objets? Oui, les voitures l'ont fait déjà. L'industrie automobile conçoit certaines pièces d'une manière, déjà dans l'optique du recyclage final. Les pare-chocs sont en polypropylène dans les voitures, alors qu'à une époque c'était du polyester fibre de verre qui était non recyclable. Le polypro devient recyclable. Donc dans la conception, c'est possible. Et la conception d'objets fabriqués en Chine ou ailleurs, ça m'étonnerait qu'on puisse envoyer les gens de la DGCCRF en Chine, ils seraient sans doute pas bien acceptés pour contrôler sur les chaînes chinoises. Puis après, le nombre d'intermédiaires qu'il y a, c'est la traçabilité, même si on peut tracer administrativement, ou alors il y a un avenir pour les contrôleurs. Derrière un travailleur, on mettrait 4 contrôleurs. C'est peut-être possible aussi. Il faudrait sans doute quelqu'un qui contrôle les contrôleurs. Donc ce problème de traçabilité est un enjeu considérable et qui nous est soulevé notamment par les grands distributeurs, Carrefour, Auchan, Système U, s'en préoccupent. C'est venu à cause des chaussettes à l'argent, contenant les particules d'argent. On peut parler de l'argent, on va en dire un mot. Quand j'ai parlé des frigidaires à l'argent, il y a eu aussi les machines à laver à l'argent qui sont arrivées. Donc générant des nanoparticules d'argent pour remplacer l'eau de Javel comme biocide. Ce qu'il y a, c'est que cet argent part dans les eaux de lavage et on la retrouve dans les stations d'épuration biologique. Et comme c'est des bactéricides, les types d'ébène flouent. Ça fout en l'air les stations d'épuration biologique. Alors il y a des vêtements qui sont traités d'argent, des chaussettes qui ont des nanoparticules d'argent pour éviter la prolifération des odeurs. Avant on mettait du charbon actif qui captait les odeurs, là on met un bactéricide. Avant on appelait les chaussettes sanitisaient, je crois. Donc on met des bactéricides, sauf qu'après 10 lavages, il n'y a plus d'argent dans les chaussettes. C'est que l'argent il est parti dans l'environnement, de nouveau dans les stations d'épuration. Donc ça soulève des problèmes. Nano-argent, c'est bon ou c'est pas bon? En milieu hospitalier, d'avoir les sols ou les murs avec des peintures à l'argent pour éviter la prolifération de bactéries, on peut comprendre. Bénéfice, ça l'emporte par rapport aux maladies nosocomiales. Mais dans du textile qu'on utilise et qu'on lave, si au bout de 10 fois l'argent est parti, il vaut peut-être mieux quand même utiliser l'eau de Javel comme désinfectant. Enfin, c'est une question, c'est un choix, mais cette utilisation d'argent, honnêtement, je sais que France Nature Environnement, qui est une association verte en France, qui n'était pas pour le moratoire, dit quand même, le nano-argent, il serait quand même bien de mettre un moratoire, sauf dans les applications hospitalières. Et François, personnellement, je le rejoins à 100%. Donc, pour chaque cas, il faut se poser des questions. Il y a des choses qui peuvent avoir le bénéfice de l'emporter très largement par rapport aux inconvénients. Dans d'autres cas, quand même, il faut que les industriels se calment, même si c'est pour remplacer la photo argentique par une utilisation de l'argent bactéricide. Il faut peut-être mieux faire des bijoux en argent, après tout. La question, c'est la question, c'est normal chez l'impression de dire finalement tout ce problème vient du syndrome de l'amiante avec les effets qui ont été masqués pendant des années et simplement apporter sur la place publique ce problème de l'argent. Moi je ne suis pas fort en écologie, c'est la première fois que j'en entends parler, je ne savais même pas qu'il y avait de l'argent